Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition du webinaire Orientation, ose les métiers de l'industrie du futur. Alors je me présente, je suis Martine Assar, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences de l'Institut Mines Télécom. Alors l'IMT, c'est un groupe de 8 écoles, 7 grandes écoles d'ingénieurs et une école de management. Et nous sommes présents sur tout le territoire avec 2 filiales et 13 écoles partenaires, dont les Sigelec, où nous sommes aujourd'hui présents, donc à Rouen, en Normandie, où il fait absolument un temps merveilleux aujourd'hui, où j'ai le grand plaisir de vous pouvoir accueillir avec moi et avec Eric qui co-animera cette émission avec moi, plusieurs personnes qui vont vous parler de l'industrie, de ses métiers et de ses formations. Alors, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cette émission, eh bien, je vais juste vous lancer un tout petit sondage que je vous invite là à répondre rapidement, simplement pour mieux vous connaître et vous identifier. Et ensuite, je vous présente un petit peu comment ce webinaire va se dérouler. Donc, dans un premier temps, eh bien, nous allons simplement pouvoir échanger avec nos différents invités. Donc, comme vous le verrez, nous serons sur un plateau aujourd'hui mixte avec des académiques, plus des industriels qui viendront chacun nous parler de leur parcours personnel, de leurs projets, de leurs activités et aussi des profils qu'ils recherchent, des compétences également qui sont valorisées et recherchées dans leurs activités. Vous aurez une petite séquence également avec l'ONICEP qui nous fera un petit focus orientation par rapport aux différents métiers qui seront présentés aujourd'hui. Et ensuite, pour finir, nous aurons également une petite capsule sur la féminisation des métiers dans l'industrie. Et enfin, un temps d'échange donc avec vous. Donc n'hésitez surtout pas, à tout moment de ce live, vous avez dans ce webinaire un champ réservé à vos questions pour que nous puissions y répondre. Donc dès lors que les échanges vont démarrer, n'hésitez pas à y répondre. Donc, pour entrer véritablement et rapidement dans ce webinaire, eh bien, j'ai déjà le plaisir d'accueillir Étienne Cray, qui est directeur de l'ESIGELEC et qui nous fait le grand honneur aujourd'hui de nous recevoir. Et je co-animerai également ce webinaire aujourd'hui avec Éric Joyen-Conseil, qui se présentera et qui introduira nos différents invités. Merci beaucoup, Étienne. Éric, je te laisse donc la main avec Étienne. Parfait, merci Martine. Bonjour à tous. Alors je suis très heureux d'être ici sur ce plateau et avec vous pour de multiples raisons. La première, c'est que je suis un ancien élève de l'ESIGELEC, donc belle école qui nous accueille aujourd'hui. La deuxième, c'est qu'on va parler de l'industrie, et notamment de l'industrie du futur. L'industrie du futur, c'est celle qui va vous concerner, c'est celle qui va nous aider tous à nous perfectionner. Et puis la troisième raison, c'est qu'on va être avec des jeunes, plutôt des jeunes. Et donc là aussi, c'est très intéressant de se rajeunir parce que c'est avec vous que l'on va se perfectionner, comme je le disais, et qu'on va apprendre. Alors, mon parcours, je disais ingénieur ESIGELEC, de la promotion 85. J'ai tout de suite été dans le commerce. Tout ça pour vous expliquer qu'on peut avoir des parcours multiples. Et donc, j'ai été dans le commerce chez Xerox. Et chez Xerox, alors vous me dire pourquoi chez Xerox, pour vendre des photocopieurs. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que Xerox, à l'époque, c'est la société qui a inventé la souris, le multifenêtrage et puis le TCP/IP qui sont les bases d'Internet. Donc, vous voyez, c'était très, très moderne. Et puis, donc, j'ai créé ma première société en 1989. D'une personne, tout seul dans mon bureau, je l'ai porté à 125 personnes. Et j'ai fait à l'époque la disruption de l'informatique, c'est-à-dire on était sur des grands systèmes avec des trucs très, très peu ergonomiques, des terminaux passifs, et on a fait la disruption vers la micro-informatique et Internet. Et donc, depuis une petite dizaine d'années, nous travaillons chez Coveo avec des jeunes, là aussi c'est très intéressant, qui apportent beaucoup à l'entreprise, sur tout ce qui est technologie immersive, c'est-à-dire réalité augmentée, réalité virtuelle, visite virtuelle, et puis le web 3D. Voilà, donc on a des TPE, des grands comptes, des associations, des écoles. Et donc tout ça pour vous dire que, voilà, on peut avoir de multiples parcours. Vous le verrez tout à l'heure, femmes, hommes,
jeunes, anciens, nous sommes tous là pour faire avancer l'industrie, cette industrie formidable qui est l'industrie du futur. Et donc vous verrez lors de cette manifestation les parcours des différentes personnes qui sont des parcours qui peuvent être avec des apprentissages en formation initiale, en formation continue. Mais avant de rentrer dans le débat et de voir les aventures passionnantes qui seront contées par nos intervenants, eh bien, je laisse la parole à Étienne qui nous accueille aujourd'hui. À toi, Étienne, de présenter ton école, enfin te présenter et présenter les Sigelec. Merci Eric, merci Martine. Peut-être un premier commentaire. Il n'y a pas de dichotomie entre le monde académique et notamment celui de l'enseignement supérieur, mais plus globalement le monde académique et le monde de l'entreprise. Et preuve en est que les locaux dans lesquels vous êtes ici pourraient donner l'impression que ce soit plus des locaux industriels, et finalement ce sont nos laboratoires qui sont des locaux au sein desquels les élèves font des projets, les élèves font des expérimentations. Et donc voilà, c'est très important qu'il y ait bien cette connexion entre formation et compétences et métiers. Pour ce qui me concerne, moi, je suis également ingénieur et finalement, moi, j'ai fait ma carrière dans l'enseignement supérieur, mais en forte connexion avec l'entreprise, parce que j'ai d'abord commencé par une carrière d'enseignant-chercheur et de recherche, et une recherche de type recherche-développement, tirée par des contrats industriels. Et d'ailleurs, l'entreprise qui va me succéder est une entreprise pour laquelle j'ai travaillé par le passé. Elle ne s'appelait pas encore Schneider, mais Télémécanique. Et j'ai aussi travaillé en recherche au sein d'EDF. Et après ça, j'ai continué d'évoluer dans la carrière pour prendre la direction d'école d'ingénieurs et finalement pour être ici à l'ESIGELEC, une école au service de l'entreprise pour former les jeunes à l'industrie du futur. Donc Étienne, tu illustres effectivement ce parcours multiple avec des écoles diverses et variées. On peut aussi, on verra tout à l'heure, le lycée de la Chaudronnerie. Hein. Je ne fais pas de l'avance, hein, mais je pense qu'on les attend tous. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être passer de l'école au monde industriel avec Virginie et Julien qui vont nous rejoindre, qui vont partager avec nous leur parcours et leur expérience. Donc je ne vais pas présenter Schneider Electric, c'est Virginie qui va le faire. Alors juste, Eric, je voulais quand même juste demander même à Étienne, finalement, de nous dire aussi un petit peu quelles sont les spécificités des formations à l'ESIGELEC, quel type d'ingénieurs sont formés, pour entrer finalement dans quel secteur et à quelles compétences aussi finalement vous préparez ces ingénieurs. Tout à fait. Alors l'ESIGELEC a 4 grands domaines d'activité en termes de préparation au service de l'industrie. Notre baseline, c'est système intelligent et connecté. Donc on est connecté sur la notion de système, d'objets complexes, sur lequel on va apporter la valeur ajoutée. Et tout système est une composante et est un sous-système d'un système encore plus large. Le positionnement global, c'est le numérique. Alors le numérique, c'est un secteur d'activité très large, mais au service des process industriels, la capacité à les piloter, à les instrumenter, à collecter de l'information et à analyser cette information. Deuxième dimension, l'énergie. Et on voit, et en plus en Normandie, on ne peut pas être en Normandie sans parler de l'énergie et de toutes les formes d'énergie, qu'elles soient plus conventionnelles ou qu'elles soient de l'énergie renouvelable, sa production, à son stockage, à sa distribution et à son exploitation, donc l'énergie. Après ça, et c'est l'illustration que l'on peut avoir ici, les systèmes embarqués et la capacité à mettre de l'intelligence au profit d'objets complexes. Et là, une double illustration avec de l'énergie sur la motorisation, mais également du pilotage sur des lois de commande, parce que tout ça ne marche pas tout seul, mais je crois que la société Technomap le présentera 100 fois mieux que moi. Mais on a eu le plaisir de travailler ensemble sur ce magnifique objet. Et donc dans les systèmes embarqués, notre laboratoire ici, c'est le système de la robotique mobile. Donc une Alpine, mais dans le même temps une amie qui est là. Elle sert à quoi pour nous? C'est un petit poisson pilote. On travaille pour automatiser les bus de la ville de Rouen quant à leur accostage automatique pour donner un accès PMR facilité avec un positionnement centimétrique. Voilà la preuve de concept des lois de commande, qui est sur un objet qu'on a complètement automatisé et qui sera implanté après ça sur des bus. Et enfin, la 4e dimension, c'est les télécoms. L'enjeu sociétal aujourd'hui, rien ne peut fonctionner sans que les choses ne soient interconnectées, aussi bien à travers les médias qu'à travers les ondes
et la dématérialisation des ondes. Et on retrouve des enjeux extraordinaires. On parle de cybersécurité, mais la cybersécurité, ce n'est pas que la protection numérique, c'est la protection aussi électromagnétique par des agressions physiques qui peuvent perturber n'importe quel système. Et donc pour les jeunes qui veulent se tourner vers l'industrie, la formation, il y a le diplôme d'ingénieur, bien sûr, et puis on peut on peut le suivre aussi bien sous statut étudiant que sous la voie de l'alternance et être présent dans l'entreprise. Mais il y a également la formation de technicien supérieur, de cadre intermédiaire, et la formation continue professionnalisante, aussi la capacité qu'ont des gens, après une première expérience industrielle, à venir nous rejoindre pour passer cadre, obtenir un diplôme d'ingénieur fort des acquis, des compétences déjà acquises. Très bien, merci beaucoup Étienne. Et du coup, on fait la transition. Merci. Puisque les ingénieurs sont formés pour aller dans les entreprises. Donc, directement, on passe à Schneider Electric. Merci Martine de nous donner cette opportunité de pouvoir nous exprimer auprès des jeunes sur nos parcours dans l'industrie. Et merci à Étienne de nous héberger pour ce webinaire. Donc, en quelques mots, donc Virginie Rigaudot, moi je travaille chez Schneider Electric. Schneider Electric, c'est une entreprise du CAC 40 qui regroupe à peu près 130 000 personnes partout dans le monde, avec un chiffre important de 29 milliards d'euros. Et environ 5,3% de notre chiffre dédié à la recherche, au développement, à l'innovation. On a environ 200 sites industriels répartis partout dans le monde qui servent leurs marchés locaux et aussi un peu moins d'une centaine de centres de distribution répartis également sur l'ensemble du territoire mondial. Quelques mots à mon sujet. Donc, aujourd'hui, je travaille sur des projets de transformation digitale et écologique. Et je me passionne au quotidien sur ces projets en collaboration avec l'ensemble des collaborateurs parce que la dimension humaine de ces projets est extrêmement importante. Et j'ai un parcours assez atypique et je vais vous rappeler d'où je viens. Déjà, j'ai 47 ans. Je suis maman de 2 garçons. Et j'ai passé un bac en sciences économiques et sociales. Je suis ensuite allée vers un BTS commerce international parce que les langues, ça me plaisait. Et puis, bon an, mal an, j'ai continué, j'ai approfondi mes connaissances dans une langue qui est l'espagnol. Et puis, j'ai continué dans une petite école de commerce sur la région rouennaise que j'ai faite en alternance avec Schneider Electric. Et alors ça remonte déjà à il y a quelques temps, mais ça m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise, alors sous un certain angle, puisque j'étais en supply chain dans un centre de distribution. Donc on travaillait avec différents pays. Moi j'étais beaucoup sur l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est, l'Afrique de l'Ouest également. Et je voyais tous les flux en fait qui se mettaient en place. Je voyais des cartons, des palettes partir, et je me disais, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'il y a dans ces produits. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons et des produits à forte valeur technologique, évidemment. Et ça a suscité mon intérêt et ma motivation pour aller plus loin. Et je suis partie dans une business unit qui réunit la recherche et le développement, l'innovation, le marketing. Et j'ai eu la chance de vivre une expérience formidable parce qu'on crée ce qu'on appelle une joint venture, donc 2 sociétés que sont Toshiba et Schneider Electric pour travailler dans l'innovation des variateurs de vitesse. Alors, des variateurs de vitesse, ça peut paraître être un gros mot. On en a partout dans notre quotidien. Ça nous permet de gérer la vitesse des moteurs. Donc partout où vous avez des moteurs, vous avez des variateurs de vitesse. Et déjà à l'époque, on était investi sur l'économie d'énergie, puisqu'un moteur n'a pas besoin de fonctionner tout le temps et qu'un variateur lui permet justement d'adapter sa vitesse. Un exemple concret, un ascenseur. Quand vous montez dans un ascenseur, vous appréciez quand vous êtes véhiculé, on va dire en toute sérénité, à l'étage du dessus. Eh bien ça, c'est un variateur de vitesse qui vous permet ça. Tout ça pour vous dire que moi, en ayant intégré cette équipe de marketeurs industriels, et j'insiste sur le terme marketeur, j'ai remonté les manches. Je n'ai pas forcément fait d'études technologiques ni scientifiques, mais j'ai tout appris sur le tas. Et je me suis passionnée pour ces variateurs de vitesse qu'on adresse à différents segments. Les machines à bois, le convoyage, le levage, vous savez, les énormes parpaings qu'on soulève et qui nous aident à construire tous les bâtiments. En fait, ça m'a fait découvrir un monde de machines passionnant et ça m'a permis d'être dans
un continuel apprentissage. Voilà. Mon parcours en fait dans l'industrie m'a permis de rester extrêmement vivante et de continuer à apprendre au fil des années. Et la chance que j'ai eue à cette époque-là, c'est que j'étais juste à côté de la production et je voyais et je discutais avec tous mes collaborateurs, que ce soit des conducteurs de machines, des régleurs, des techniciens de production, qui me transmettaient avec passion quelle était la nature de leur métier. Donc vraiment une étape importante de ma carrière, qui m'a permis derrière de pouvoir prendre des rôles dans le commerce chez Schneider, de pouvoir être en face d'industriels, de pouvoir répondre à leurs besoins qui ont été croissants ces dernières années. Et j'étais plutôt contente de parvenir à pouvoir vivre cette expérience qui m'a ensuite amenée vers d'autres horizons en marketing opérationnel, industriel et stratégique sur des tableaux d'automatisme et de distribution électrique. On m'aurait dit ça 10 ans en arrière, j'aurais dit mais non, c'est pas possible, c'est pas moi Virginie qui vais faire ça. Et pour autant, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans ces domaines-là et aussi à l'international, ce qui m'a permis aussi de m'enrichir énormément d'un point de vue culturel. Aujourd'hui, quoi dire que j'ai vu au travers de ces différentes expériences industrielles qu'on était en train d'approcher nos ventes d'une manière différente, que la production, nos produits s'associaient à des services digitaux et qu'on était en train de traverser une nouvelle ère, l'industrie du futur. Et j'ai eu envie d'aller plus loin dans ce domaine-là, de contribuer à cette aventure et j'ai intégré donc l'usine du Vaudreuil, voilà, l'usine du Vaudreuil, c'est une usine phare pour Schneider dans le domaine de l'industrie du futur. Et là, on a travaillé depuis 2017 sur l'implémentation d'un projet de transformation digitale mais aussi durable, parce que toutes les solutions qu'on a pu mettre en œuvre, on les a travaillées avec toutes les personnes de l'entreprise, les conducteurs, les régleurs, toutes les fonctions support, le management aussi, qui est challengé pour pouvoir mettre en place toutes ces nouvelles solutions et qui rendent tant attractifs nos métiers. À n'importe quel étage de l'entreprise, ça a amené beaucoup de richesse dans les métiers et ça nous a permis aussi d'amener, je pense, de la durabilité. On appelle ça la sustainability. La sustainability, c'est effectivement de réduire notre empreinte environnementale, de réduire nos consommations d'une manière générale, et c'est un énorme enjeu. Et aujourd'hui, Schneider, avec ses 2 activités stratégiques, contribue énormément à œuvrer pour ses propres sites, mais aussi à accompagner ses clients. Et on est tous convaincus, contents de pouvoir œuvrer dans cette direction, et chacun sent une véritable utilité dans son job à aller vers ça. Donc avec beaucoup d'interactions entre les gens sur site et liées justement à toutes ces nouvelles solutions liées à l'industrie du futur. Alors Virginie, tu parlais de passion. Tu es effectivement passionnante, parce que je crois qu'on pourrait faire une émission d'1 heure avec toi pour parler de ton métier. Et tu as évoqué le parcours, un parcours qu'on pourrait dire atypique, mais aujourd'hui, au contraire, non, c'est des parcours riches. Et les autres intervenants pourront témoigner sur ce sujet. Commençant dans le commerce, tu es passé dans la partie industrielle. Là aussi, on se dit, on a des stéréotypes en disant, bah oui, l'industrie, c'est fait pour des hommes. Tu es l'illustration parfaite que l'industrie n'est pas faite que pour les hommes. Et au contraire, on recherche beaucoup de femmes parce que les filles et les femmes ont une vision différente, des fois complémentaire. Et donc ça apporte beaucoup. Donc tu as été à l'international. Enfin voilà, parcours très riche. Tout ça pour dire à nos auditeurs, aux jeunes, que voilà, il n'y a pas de parcours prédéfini et que on peut justement commencer sur un métier de technicien, faire ensuite de la formation, revenir dans une école d'ingénieur ou aller dans le commerce. Voilà, c'est ça la richesse. On peut franchir différentes étapes et on a des opportunités dans la vie. Exactement, voilà. Donc ce que tu dis aussi, c'est qu'il faut être agile, il faut être habile, il faut être à l'écoute. Parce qu'en plus, le monde aujourd'hui, et ce n'est pas les jeunes qui vont nous contredire, va très très vite. En fait. J'ai envie de citer deux mots qui me semblent importants. C'est cultiver son plaisir, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tas. Je ne me suis pas passionnée pour les matières technologiques ni scientifiques, et pour autant, quand j'ai été devant des choses concrètes, j'y ai mis tout mon cœur. Dans l'apprentissage en fait, des différents produits qu'on avait sur place, et entouré d'experts, et d'experts sensationnels qui m'ont transmis leur expertise. Donc le mot plaisir est un mot important pour l'orientation.
J'ai envie de dire que l'action et le fait d'oser, d'avoir de l'audace, c'est important. Et moi, je pense que je suis l'exemple typique des personnes qui ne se sont pas forcément toujours autorisées cette audace au démarrage dans ma carrière. Et pourtant, au fur et à mesure, j'ai découvert à quel point ça pouvait terriblement m'aider. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Eric, oui, je pense que dans l'entreprise, l'équilibre entre la répartition des hommes et des femmes, elle est clé dans la réussite de nos entreprises et encore plus dans cette ère de l'industrie du futur. Donc tu as évoqué l'équilibre femmes-hommes, mais il y a aussi l'équilibre des générations. Ah, oui. Et alors, avant de passer la parole à Julien, parce que là aussi tu montres que l'industrie, ça n'est pas travailler tout seul dans son coin, c'est travailler en collaboration. Et donc Julien va l'illustrer. Tu peux expliquer un petit peu aux jeunes qui nous écoutent ce qu'une entreprise comme Schneider Electric recherche comme talent. Tu l'as déjà fait grandement, mais tu peux peut-être compléter. Et puis après, on va laisser la parole à Julien. Alors, je voudrais dire déjà que ce projet de transformation digitale, de direction vers l'industrie du futur, c'est avant tout une aventure humaine et qui fait appel à de nombreuses technologies. Donc, les qualités humaines sont extrêmement importantes. Et la cohésion, les liens intergénérationnels. On a des gens qui ont une expertise formidable, qui transmettent aussi à nos jeunes recrues qui arrivent, et d'arriver à pouvoir tisser ces liens entre les générations, c'est ça qui nous aide à maintenir aussi un outil performant et attractif. En termes de recrutement, en termes de besoins en compétences, Julien pourra aussi en parler, c'est à tous les niveaux qu'on a des besoins. On a forcément des besoins sur les domaines de la convergence entre l'IT, le monde de l'automatisme et le monde de l'informatique, tout ce qui est lié à l'énergie, bien évidemment, la gestion de nos bâtiments et de nos bâtiments industriels, tout ce qui concerne la cobotique, tout ce qui concerne la robotique, les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Aujourd'hui, la réalité augmentée, c'est quelque chose qu'on exploite dans notre quotidien, qui est accessible pour des conducteurs de machines, pour des régleurs, et qui font évoluer le champ des compétences, le champ d'action, grâce à toute cette data disponible de ces personnes exerçant ces métiers. Donc on a besoin divers et variés, à différentes strates de l'entreprise. On a besoin de femmes, on a besoin d'hommes, on a besoin de jeunes qui puissent être là pour aussi bénéficier de l'expertise de générations qui, petit à petit, vont partir à la retraite. Et je vais passer la main. Tout à fait. On va faire témoigner Julien. Du coup. Je te laisse le présenter peut-être. Voilà, donc Julien a fait un stage avec nous pendant combien de mois, Julien? 6 mois? 2 stages. Oh, pardon. Donc 4 et 6 mois. 2 stages complets de 4 et 6 mois. Et qui a donc eu l'opportunité de continuer avec nous. On avait besoin des compétences de Julien. Et je vais vous expliquer, Julien va vous expliquer en quoi consiste son métier et quel a été son parcours jusque-là. Oui, alors pour mon parcours, on est un peu loin de ce que vous présentez, dans le sens où je vais avoir, on va dire, le parcours classique, puisque j'ai fait une école d'ingénieur et je suis diplômé d'ailleurs cette année, ce qui m'amène à travailler maintenant pour Schneider. En fait, moi, je ne me suis même pas posé ces questions-là et je pense que, j'ai du mal à comprendre pourquoi on se pose ces questions de femmes, hommes, d'où je viens, puisque finalement, si je prends mon exemple, moi, ce que j'ai fait comme parcours, c'est au lycée, j'aimais bien juste me contenter de bricoler des petites voitures, de programmer pour qu'elles aillent à droite, à gauche. Et finalement, d'année en année, j'ai juste suivi ce parcours-là, suivi ce qui me plaisait. Je suis arrivé en école d'ingénieur. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était plus l'informatique axée évidemment au sujet d'industrie. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à travailler sur des sujets, on dit 4.0, de connexion d'objets, donc d'automates, et à travailler finalement chez Schneider Electric. Donc c'est finalement une question qui m'a jamais été posée, dans le sens où je me suis contenté de faire ce qui m'amusait. Suivre ton plaisir, de suivre l'endroit qui te plaisait, la direction qui te plaisait. Exactement, et d'ailleurs c'est pour ça que, pour le coup, Schneider Electric, le Vaudreuil, Industrie 4.0, c'est on va dire le terrain de jeu idéal pour moi, puisqu'on travaille sur différentes technologies, différents outils, différentes applications aussi, puisqu'on va travailler essentiellement pour aider l'opérateur sur sa machine, mais de manière plus générale à aider l'ensemble de l'usine. Et c'est toute cette variété de sujets, toute cette variété de technologies
qui sont vraiment intéressantes pour moi, très challengeantes d'un point de vue technique, mais très enrichissantes aussi. Et c'est là que l'apport de l'ancienneté est très important, puisque on a ce partage très important pour comprendre le métier, pouvoir l'appréhender et pouvoir apporter aussi notre pierre à l'édifice avec donc pour moi par exemple le bagage informatique que j'ai pu apporter dans ce sujet. Si maintenant je dois décrire, on va dire, mon quotidien, je n'ai pas de journée de type, puisqu'aujourd'hui je travaille beaucoup par projet. Donc je parlais effectivement de différentes technologies. Aujourd'hui je vais avoir des projets qui vont m'amener à travailler avec beaucoup la donnée, la transmission de données d'un endroit à un autre, que ce soit récupérer la donnée sur nos lignes de production, venir les mettre à disposition des bonnes personnes sous le bon format pour qu'ils puissent facilement la digérer, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde connecté, on a beaucoup de données qui circulent dans tous les sens et c'est important d'aller à l'essentiel. Et donc je vais beaucoup intervenir sur ce sujet-là à travers différentes technologies, différents besoins, puisqu'on va avoir par exemple un besoin de juste voir une valeur qui aujourd'hui n'est pas disponible. Ça peut être quelque chose de très simple, comme ça peut être venir potentiellement demain mettre de l'IA pour venir nous aider à gérer correctement l'énergie, donc en l'occurrence de l'air qu'on envoie dans une machine. Les sujets sont très variés, et du coup aucune journée ne se ressemble, puisqu'aujourd'hui je vis vraiment on va dire des journées qui n'ont aucun lien, puisque parfois je vais être toute ma journée derrière mon ordinateur à devoir écrire des lignes de code. Parfois j'ai passé ma journée en production à échanger avec les personnes pour comprendre leurs besoins, les accompagner dans le déploiement d'une solution. Donc c'est très enrichissant pour moi en tant que jeune diplômé finalement, puisque je commence tout juste ma carrière. Et tu as déjà du coup un job hyper diversifié. Ouais. Merci Julien. Merci beaucoup Julien. Donc pour paraphraser ce que disait Julien, c'est vrai que nous, on a besoin, chefs d'entreprise, de jeunes qui nous apportent les connaissances, les codes. Donc Julien parlait d'IT, d'IA, intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est vous, les jeunes, qui avez les codes et qui devez les apporter à l'entreprise. On va vous remercier. Vous allez rester avec nous, puisqu'on aura plein de questions tout à l'heure qui vont être posées. Et on va accueillir maintenant donc Christophe et David. Donc sur un autre secteur, vous pouvez rester effectivement avec grand plaisir. Sur un autre secteur, on a vu une très grande entreprise. On va voir une plus petite entreprise, une PME, mais ô combien méritante. Oh oui. Et donc je vais tout d'abord interviewer Christophe sur qui il est, quel est son parcours de formation, et puis également son entreprise, son parcours aussi d'entrepreneur. Et puis on interviewera aussi David. Et puis je crois que vous avez une petite surprise à nous présenter plus amplement tout à l'heure. Enfin, tout de suite, grande presque. surprise. Merci en tout cas Eric. Oui, alors déjà un très grand plaisir, ça a été dit, mais moi aussi un grand plaisir à parler d'industrie, à parler surtout aux jeunes et à tous ceux qui peuvent nous écouter là. On a plein de messages à passer là-dessus, venez nous voir, venez chez nous, c'est très drôle, on s'amuse vachement. On parlait de plaisir tout à l'heure, ça fait partie de nos valeurs chez Technowap, le plaisir au travail. Et c'est pas juste 20 mots, hein, vous allez le voir derrière. Donc alors moi, oui, Christophe Vergniaud, moi j'ai 45 ans, je suis normand d'origine, j'ai circulé un petit peu, j'ai pas été jusqu'à l'étranger, mais j'ai circulé un petit peu, puisque j'ai un parcours qui a commencé en apprentissage, après un DUT et ainsi de suite, finalement j'en avais un peu marre de l'école et donc je suis parti en apprentissage. C'était une bonne opportunité pour aller faire un diplôme d'ingénieur saisie en Normandie. Et j'étais en apprentissage donc, au Technocentre Renault et donc j'ai commencé, j'étais passionné par l'automobile dès tout petit. Et donc voilà, j'ai commencé chez Renault assez classiquement. Ensuite en recherche et développement et après je suis parti en production. Donc à l'usine. Et je voulais vivre le côté usine, la fabrication des voitures. Et puis assez rapidement après, je manquais d'autonomie. C'est un peu ça le sujet. Donc j'ai quitté Renault pour aller chez Manitou, donc des engins élévateurs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est notamment le leader mondial du chariot télescopique, basé à côté de Nantes. Et puis après cette expérience en production là-bas, où on s'est vraiment bien amusé, on a fait une grosse transformation, je suis revenu en Normandie pour aller dans l'agroalimentaire. Donc absolument rien à voir, parce que je suis rentré chez Danone, voilà, production de yaourt. Et en l'occurrence, je m'occupais de la partie achat du lait et tout son transport et la logistique du lait. Et puis ça pendant 5 ans, et puis encore une fois, un peu de manque d'autonomie, j'ai décidé de me mettre à mon compte, entre guillemets, et donc de reprendre une société, la société donc Technomap en 2014.
Voilà. Et on a eu une belle aventure depuis, parce qu'on a repris une société à 26 personnes. Aujourd'hui, on est 68. Donc Technomap, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est intégrateur d'innovation. Alors, ça consiste en quoi? Typiquement, voilà, Schneider nous a présenté des variateurs, des solutions en fait, technologiques. Pareil, les CIGEC travaillent beaucoup là-dessus, sur des solutions technologiques permettant d'être embarqués à bord des véhicules. Quel qu'il soit. Alors c'est vrai pour l'auto, mais c'est vrai pour les autres véhicules. Hein. Ça peut être du tracteur, ça peut être de la pelleteuse, ça peut être du drone. C'est toujours le même sujet, en tout cas pour Technomap. J'ai ces innovations-là, il va falloir les mettre dans le véhicule et les interfacer avec. Et pour faire ça, on va effectivement l'intégrer mécaniquement, ça se comprend assez vite. Mais en fait, il y a un vrai sujet derrière ça, et il n'y a pas d'enseignement scolaire là-dessus. C'est effectivement de créer l'architecture électrique permettant d'interconnecter tous les ensembles. Donc c'est-à-dire qu'on va transmettre la data et la puissance d'un appareil à l'autre, du véhicule aux appareils, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça notre grand terrain de jeu, et nous on s'amuse bien avec ça. On a 4 grands métiers, hein, donc le métier bureau d'études avec les ingénieurs et techniciens, puisqu'on a tous les niveaux, hein, bureau d'études, qui sont capables de créer et de concevoir finalement ces architectures électriques pour pouvoir intégrer toutes ces innovations. Derrière, on a un gros métier de sourcing et de logistique, qui n'est pas très simple, parce qu'il s'agit d'acheter quelques pièces auprès de très grands comptes qui pèsent quelques milliards d'euros. Je vous garantis que ce n'est pas simple. On est souvent avec des minimums de commandes à 100 000 pièces, alors que nous, on a besoin de 5. Donc, ce n'est pas très facile. Donc, ils ont un sacré jeu. Mais ils y arrivent et on a un beau boulot là-dessus. Et puis après, on a des prototypistes, câbleurs. Donc, c'est des artisans câbleurs, j'aime bien le dire comme tel, parce que c'est vraiment ça leur métier. Ils sont capables de fabriquer le faisceau, le harnais, de A à Z. Et on parle de faisceaux à 800, 1200 câbles. Voilà. Donc c'est des beaux bébés. Et puis ensuite, on va intégrer tout ça mécaniquement dans les véhicules. Et là, pour le coup, je vais te laisser la parole, David, parce que c'est entre autres ce qu'on a fait sur ce véhicule-là. Effectivement, merci Christophe. Donc juste un point rapide pour mon parcours, un parcours d'ingénieur assez classique. Je suis sorti en 2014 de l'INSA de Rouen, département mécanique. Alors pourquoi mécanique? Puisque depuis tout petit, je suis vraiment intéressé par tout ce qui est très concret. En fait, j'ai besoin de pouvoir voir les choses, me pencher dessus, comprendre comment les choses fonctionnent. Donc j'ai suivi ce cursus de manière assez classique, on va dire. Et donc sur les 5 premières années de ma carrière, j'ai travaillé dans l'industrie, sur tout ce qui est machine de contrôle sans contact, contrôle à distance, etc. Ça a été la première partie de ma carrière, et puis les rencontres industrielles ont fait que ma carrière s'est poursuivie du côté de Dieppe, chez Technomap, et là, pour être tout à fait franc, je connaissais absolument rien au métier de Technomap, je ne le connaissais même pas en fait, ce métier, et tout ça pour transmettre un message, c'est qu'il ne faut pas se sentir inscrit dans une case, que ce soit dans l'industrie ou même dans d'autres domaines. Comme le disait Virginie tout à l'heure, c'est vraiment la vie est faite d'opportunités, donc saisissez-les, n'ayez pas peur, et vous allez avoir plein de bonnes surprises, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir plein de choses que vous allez pouvoir apprendre au quotidien. Donc voilà, ça c'était un petit survol de mon parcours. Et après, pour revenir au sujet qu'évoquait Christophe juste avant, qu'est-ce que c'est aujourd'hui notre métier chez Technomap, et entre autres, une partie du mien, c'est de pouvoir réaliser des projets comme celui-ci. Donc vous pouvez le constater, c'est une Alpina 110 qui a été entièrement réalisée, assemblée chez nous. Et une des spécificités de cette voiture, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui existe, puisqu'elle est tout simplement hybride. On a mis un moteur à l'avant, donc en fait on a pris plein de briques technologiques, et notre métier, comme le disait Christophe, c'est de les faire fonctionner ensemble. Et si on fait l'analogie avec le corps humain, par exemple, nous, notre métier, c'est de concevoir tout le système sanguin, le système neuronal. Voilà, en gros, c'est tout simplement ça. Et donc, on s'est lancé un peu dans ce projet-là pour pouvoir se créer une vitrine et pouvoir expliquer un petit peu aux gens ce qu'on fait. Donc, l'intégration mécanique, l'adaptation, on va dire, des moyens de mobilité au sens très large. Là, c'est une voiture, mais il y en a plein de différents. Voilà, ça va du tracteur à des trottinettes, des scooters, etc. Et de faire en sorte que ça fonctionne à la fin. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande part de notre métier, et ce qu'il faut savoir, c'est que aucune journée ne se ressemble, particulièrement avec un projet comme celui-ci, mais c'est vrai, et ça s'applique aussi à tous les projets qu'on peut croiser dans notre quotidien. Je serais bien embêté si il fallait vous décrire vraiment une journée type pour nous.
Mis à part, il y a un point commun en fait qu'il faut bien avoir en tête et qui est assez essentiel quand on travaille dans l'industrie, même si ça peut paraître un peu étrange comme ça et que c'est pas forcément la première image qu'on a de l'industrie, c'est l'échange. L'échange avec les collègues, l'échange avec les clients, tout doit être basé là-dessus puisque c'est comme ça qu'on avance au final le plus rapidement et le plus efficacement. Donc voilà, aujourd'hui ce serait éventuellement le seul point commun à toutes les journées qui constituent nos carrières. Donc voilà, c'est vraiment ça et encore une fois, que vous soyez au niveau technicien, ingénieur, opérateur, n'ayez pas peur. Clairement, il ne faut surtout pas avoir peur de se lancer, de saisir les opportunités qui vont vous être proposées. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être technicien, mais demain, vous serez ingénieur. Il y a une multitude de parcours académiques qui vous permettent de rejoindre à peu près toutes les branches et surtout les branches qui vous plaisent. C'est ça aujourd'hui l'essentiel dans la carrière des uns et des autres. Voilà, c'est clairement ce qu'il faut avoir en tête. Moi, j'enchaînerai simplement, parce qu'effectivement, donc, tu le décris très bien, David. Technicien, mais technicienne aussi. C'est un vrai problème pour nous, en l'occurrence, parce que on aimerait bien avoir plus de femmes et de jeunes femmes, enfin de tout âge, à vrai dire, candidates, tout simplement, parce que nous, on fait des recrutements régulièrement, mais malheureusement, pas beaucoup d'agentes féminines qui se présentent à nous. Alors c'est vrai, on travaille dans l'automobile, c'est vrai. C'est passionnant, mais je vous garantis, c'est passionnant pour tout le monde. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir, c'est l'occasion de découvrir tout ça. Et dans nos métiers, effectivement, on s'était posé la question et dire de quoi a-t-on besoin ? L'industrie, elle a cette force-là aussi. C'est qu'en fait, le métier que l'on propose, nous, et dont on a besoin, alors il y a des mécaniciens auto, effectivement, et de tout niveau. C'est indispensable pour pouvoir intégrer en fait toutes les innovations qu'il peut y avoir. Alors on parle de l'automobile. Quand je suis mécanicien auto, très honnêtement, je suis tout à fait capable de le faire sur un tracteur, je suis tout à fait capable de le faire sur un drone et même sur un bateau. Donc il n'y a aucun problème, ça marche très très bien. De la même façon, finalement, on a des câbleurs, câbleuses, et ça, c'est pas un métier qui s'enseigne à l'école. Donc en fait, c'est pas grave. Au contraire, nous, on va faire du recrutement sur aptitude, et après, on va faire les formations chez nous. C'est la grande force de l'industrie, de manière générale, parce que c'est vrai dans toutes les sociétés que j'ai pu croiser et celles avec qui je peux échanger, et on l'a vu avec Schneider tout à l'heure. Finalement, dans tous les cas, il y a la formation interne qui permet de continuer à grandir. Et si jamais ce n'est pas suffisant, en plus, il y a les formations continues qui se proposent à nous pour pouvoir continuer à faire notre progression. Donc il n'y a vraiment pas de problème en fait, pour pouvoir intégrer l'industrie et ensuite y développer son talent, au contraire. Et le plus important, finalement, c'est quand on a du talent, il ne faut pas le garder pour soi. Profitons-en pour le mettre au service effectivement de super projets comme on s'amuse à faire très souvent dans l'industrie de manière générale. Il ne faut surtout pas hésiter. Alors, tu viens de le redire, Christophe, et David l'avait dit aussi. On a parlé d'envie, on a parlé de passion et d'échange. Et moi, ce que j'ai trouvé exceptionnel en fait dans les métiers qu'on fait, c'est qu'effectivement, on échange bien sûr en interne, mais on échange beaucoup aussi en externe avec nos clients. Combien de fois, à l'écoute de nos clients, en discutant avec eux, ils nous ont, n'est-ce pas Virginie, ils nous ont apporté des solutions, ils nous ont apporté des idées, et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Et là, une illustration de cet échange, c'est le partenariat entre l'entreprise, on le citait tout à l'heure, et le monde soit académique, soit le monde de la recherche, ou des universités ou des écoles d'ingénieurs, puisqu'en fait, c'est une réalisation collaborative. Si tu peux développer. Je pousserais même plus loin, c'est coopératif, parce que pour le coup, on était tous bien solidaires du résultat. C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, oui, alors avec chacun sa brique de compétences, en fait. C'est qu'on ne savait pas tout faire, évidemment. Alors nous, on est une PME, je rappelle, on est 68. On ne sait pas faire tout, évidemment. Et on ne sera pas constructeur automobile demain. Donc, ce n'était pas l'objectif qu'on avait à démontrer. Qu'on voulait démontrer à travers ce projet. Et en fait, on a été chercher les compétences dont on avait besoin chez nos voisins, chez des amis, et ainsi de suite. Et ça, c'est assez passionnant. Parce que quand on commence à travailler comme ça, on découvre le métier des autres, sans chercher à l'apprendre, c'est pas le sujet. Mais au moins, on voit toutes les compétences que ça peut apporter, la vitesse tu le parlais tout à l'heure de rapidité, mais c'est constant, ça. Donc la vitesse de frappe qu'on peut obtenir grâce à ça. Et puis, attention, dans le monde industriel, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Et quand je dis ça, typiquement, on a un gros travail d'électromagnétisme sur ce véhicule-là qui a été fait grâce au laboratoire de l'école, de l'ESIGELEC, donc l'IRCM. Et ça, c'est un sujet qui est important parce que nous, on avait bien conscience de ce qui se passait sans pour autant savoir l'expliquer ni le prévoir. Et c'est là qu'on continue à faire de la recherche et développement, finalement, dans l'industrie, c'est permanent.
Et vous créez des synergies territoriales en même temps pour d'autres projets à venir. Très clairement, oui. Au moins, on sait vers qui se tourner et on a des amis maintenant. Absolument, absolument. Alors moi, je suis passionnée d'automobile. Alors pour nos auditeurs qui le sont aussi, est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi les performances finalement de la voiture? Parce que c'est pas tout d'avoir réussi ce challenge de la double motorisation hybride rechargeable. Si vous pouvez juste un petit peu développer quand même tout ce que vous avez réussi à faire. Sans souci. Alors, on va le faire en quelques minutes. Exactement. Voilà, pour 2 heures. On pourra en parler pendant des heures. Donc en fait, pour faire très simple, on a conservé le moteur de série à l'arrière, on a juste changé la boîte de vitesse et le turbo aussi. Voilà, accessoirement, et on a passé la motorisation donc à l'éthanol, ce qui nous permet aujourd'hui de sortir une puissance de 400 chevaux sur le train arrière. Donc ça, c'est, on va dire, les grosses transformations à l'arrière, et une très grosse transformation aussi sur cette voiture et ce véhicule se situe au niveau du compartiment avant, où on a ajouté, on va dire, un moteur électrique qui fait aujourd'hui 160 kW, donc pour faire un équivalent moteur thermique, on va dire, c'est un peu plus de 200 chevaux. Donc voilà, aujourd'hui on est sur un véhicule qui au global fait 600 chevaux, avec une batterie qui est intégrée entre les 2 sièges dans le véhicule, batterie refroidie par immersion. Donc ça peut paraître un petit peu fou comme ça, comme pari technique, mais aujourd'hui oui, il y a bien les éléments de la batterie baignent bien dans un liquide spécifique hein, évidemment, mais voilà, il y a un magnifique bain au milieu des 2 sièges, et voilà, notre travail est vraiment constitué à assembler toutes ces briques techno et faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est des milliers d'heures de travail hein, avec tous les partenaires sur ce véhicule. Et voilà, aujourd'hui on est sur un véhicule de 600 chevaux, 1265 kilos sur la balance. Donc on reste sur des performances assez élevées. Voilà. Okay. Alors, merci David, merci Christophe. Alors on pourrait y passer des heures, vous avez bien compris. Et ce que vous avez compris aussi, c'est que c'était un démonstrateur, parce que la problématique de Christophe et de Technomap, c'est que vous faites beaucoup de choses, mais beaucoup de choses avec une confidentialité systématique. Donc vous avez fait ce démonstrateur pour montrer votre savoir-faire, et puis en plus pour dire c'est la seule voiture alpine au monde qui est en Normandie. Et donc, on dit à nos auditeurs, venez en Normandie, soit chez Schneider Electric, soit chez Technomap. Technomap, il y a aussi la mer qui est à proximité. Enfin, en Normandie, on a toutes les industries qui sont réunies, que ce soit l'énergie, on en parlait tout à l'heure, l'énergie, l'aéronautique, l'automobile. Et là aussi, il y a des ponts, tu le citais tout à l'heure avec ton parcours dans l'agroalimentaire, il y a des ponts entre les différentes industries. Hein. Donc c'est ça aussi... une innovation que vous allez faire, par exemple, dans le domaine automobile, vous allez pouvoir la proposer ensuite dans le domaine aéronautique ou dans le ferroviaire, etc., etc. Ce sont des savoir-faire transverses, en fait, qui peuvent servir à différentes industries. Tout à fait. Et puis c'est important parce que finalement, on ne pourra pas répondre à tous les défis de demain en restant tous cloisonnés dans son secteur d'activité. S'il y a bien un truc qui est un peu agaçant, c'est le secteur d'activité. Hein. Oui, bien parce sûr, que nous, on s'adresse bien à la totalité. Et donc, c'est plutôt des métiers qui sont exercés. Et ces métiers étant exercés, effectivement, ils peuvent s'adresser à tout le monde. Alors, il y a la transmission, tu en as parlé tout à l'heure, et c'est très important aussi, effectivement. Merci beaucoup, merci à vous. Christophe et David. Et du coup, on va demander... à Marc Lourdel et à ses élèves de bien vouloir s'approcher du centre. Alors, si vous voulez juste vous mettre devant, puisqu'en plus nous avons avec nous donc Marc Lourdel qui va se présenter. Et comme vous pouvez le voir au centre, effectivement, du Manche Debout, un prix dont Marc va ensuite nous donner un petit peu le détail. Alors j'ai vraiment le plaisir et je tenais absolument à inviter, alors il n'est pas normand et ses élèves non plus, donc là on fait un petit peu du transrégional. On sait très bien l'accueillir en Normandie. Mais c'est aussi ce que je voulais illustrer, c'est l'accueil effectivement de la Normandie. Donc voilà, donc effectivement pourquoi la chaudronnerie? Parce qu'effectivement, vous l'illustriez tout à l'heure en parlant effectivement de trouver ces synergies sur les territoires. Et bien typiquement la chaudronnerie est aussi un secteur transverse. On ne le dit pas souvent et on ne le dit pas assez, qui va dans plein de secteurs. Et effectivement, avec tout ce qui était mobilité, avec transition numérique, écologique, bien évidemment, la chaudronnerie avait toute sa place. Donc, je voulais absolument pouvoir donner et rendre visible ces métiers et ce secteur dont tout le monde a besoin.
mais personne ne parle. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de valoriser aussi ces métiers et ce secteur parce que l'industrie a besoin de chaudronniers et de chaudronnières. Mais avant ça, je laisse la parole déjà à Marc pour se présenter son établissement, ses élèves, et après on échangera. Merci Martine. Merci à Lycée Gélec de votre invitation. Et donc on est 4, je ne sais pas si on pourra retourner à Chartres avec cette voiture, mais c'est vrai qu'on a très envie de monter dedans. Elle est très belle, franchement, bravo pour ce travail. C'est vrai. Alors je m'appelle Marc, je viens de Chartres, du lycée Jean de Beauce de Chartres, qui compte un peu plus de 2000 élèves, un lycée d'enseignement général et un lycée aussi d'enseignement professionnel. Et je suis enseignant dans le domaine de la chaudronnerie. Alors, moi, je ne suis pas ingénieur, mais c'est la première fois que je mets les pieds dans une école d'ingénieur, d'ailleurs. J'ai commencé, après le collège, par un CAP, un BEP, puis un bac pro professionnel, tout ça en formation initiale. Et puis ensuite, la voie de l'apprentissage m'a appelé, et je suis allé sur un BTS en apprentissage. J'ai continué à travailler. Je suis resté dans cette entreprise qui était une entreprise de mécanique et de chaudronnerie. D'ailleurs, maintenant, il y a des familles de métiers. Et les métiers de la mécanique et les métiers de la chaudronnerie font partie de la même famille par rapport à la réforme du ministère. Et ensuite, des anciens enseignants m'ont rappelé en me disant qu'ils avaient trouvé quelques compétences dans l'enseignement. Donc j'ai essayé. Mon patron m'a dit « Vas-y, si ça marche, tu restes là-bas. Si ça ne marche pas, je t'embauche. » Et je ne suis jamais revenu. Donc ça fait déjà une vingtaine d'années que j'enseigne avec des collègues extraordinaires et qu'on crée des projets pédagogiques, des projets en images, des projets en vidéo. On a fait un petit projet où il y avait aussi, on verra Arthur dedans, qui est passé au cinéma chez nous, qui s'appelle 100% orientation chaudronnerie, qui met en avant justement toutes les compétences des jeunes, tous les partenariats qu'on peut avoir avec les entreprises, les intérêts qu'on a de travailler ensemble, de vivre ensemble et travailler ensemble, c'est mieux, et qui nous permet de mettre en avant toutes ces compétences des jeunes et de la voie professionnelle. Et par ces images, on fait aussi des petits concours, vidéo, où l'année dernière, on a répondu à un appel d'offres de Martine sur un MOOC « Ose les métiers du futur ». Et on a mis en avant une petite vidéo de 3 minutes sur le concours « Je filme le métier qu'il me plaît ». On a remporté un prix l'année dernière. On a même ici le Award national sur ce film qu'on a amené avec nous dans nos valises. Et grâce à ces images, on essaye aussi de créer cette appétence au niveau des jeunes, de montrer aussi leur savoir, parce que montrer l'atelier, montrer les plateaux techniques, parce que c'est vrai que quand on parle de la chaudronnerie, on se dit, chaudronnerie, marteau, enclume ou je ne sais quoi. Pas du tout. On a des casques à réalité virtuelle, on a de la technologie embarquée, on a un simulateur de soudure, on a des machines à commande numérique. Et dans l'industrie, je pense qu'ils en parleront mieux que moi, mais ils travaillent sur 3 entreprises qui sont complètement différentes, avec une technologie embarquée sur les machines-outils qui nous permet de piloter des machines très techniques, très modernes, du robot jusqu'à des opérations des fois un petit peu plus techniques. Les métiers de la chaudronnerie, évidemment, c'est des métiers d'hommes, des métiers de femmes, qui vous voulez. C'est ouvert notamment sur l'industrie pétrochimie, pétrolière, industrie navale, les trains, les métros, tout ce que vous avez. D'ailleurs, les élèves ont fabriqué un petit support, des élèves de seconde ont fabriqué un petit support, là, donc Art Déco, qu'on laissera à Lycée Gélec. C'est un petit symbole pour monsieur le directeur, qui gardera où il veut. Et notamment, donc on n'est pas limité dans les formes, le chaudronnier, il travaille les tôles, il travaille les aciers, les inox, il travaille également les matériaux composites, il peut fabriquer des fusées, il peut fabriquer plein de choses, des sous-marins si on va sur Cherbourg, parce qu'on est en local, et qui permet notamment pour Naval Group de faire des sous-marins, donc c'est pas rien. Et comme ce sont des métiers qui sont recherchés, et parfois ce sont des métiers qui sont bien rémunérés, il faut le dire aussi, parce que les compétences se rémunèrent également. Donc, je vais laisser la parole à Arthur. Alors Arthur, déjà présente-toi. Pourquoi la chaudronnerie ? Je m'appelle Arthur, j'ai 16 ans, je suis au lycée Jean de Beauce à Chartres en tant que chaudronnier. Et j'ai découvert la chaudronnerie grâce aux portes ouvertes. On m'a fait visiter l'atelier et directement j'ai adoré les machines, la soudure, l'environnement.
Et bah, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom, la chaudronnerie aujourd'hui. Et avant ça, tu n'avais jamais entendu parler de la chaudronnerie? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et au collège, j'avais pourtant des bonnes notes, j'avais de très bonnes notes même. Et on m'a beaucoup conseillé d'aller en général. Et pourtant, je suis allé en bac pro et je m'amuse aujourd'hui et j'adore ce que je fais en fait. Alors ça, c'est aussi un message important. L'idée d'être bon élève et d'éviter la filière professionnelle, je pense véritablement qu'il faut changer un peu les mentalités, qu'on trouve des bons élèves aussi dans les filières professionnelles. Et j'espère que la nouvelle réforme des lycées professionnels aidera aussi les enseignants et les parents à changer de regard sur ces métiers. Parce que quand on est un professionnel, on n'est pas dénué d'intelligence. Au contraire, les savoir-faire, ça s'organise avec intelligence. Donc ça, c'est très bien. Et bravo de ne pas avoir finalement cédé à d'autres voies qui auraient été soi-disant un peu meilleures. Et alors, qu'est-ce qui te plaît depuis que tu as intégré cette filière? Moi, j'aime beaucoup la soudure. J'en ai fait beaucoup dans mes entreprises que j'ai pu faire. J'ai fait le dernier stage que j'ai fait dans le mobilier urbain à Eli, une entreprise où j'ai fait que de la soudure, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et puis dans tous mes stages, voilà, ça m'a permis de découvrir aussi tout type de soudure, tout type de procédés. Et aujourd'hui, oui, je compte continuer dans la soudure plus tard en fait. Très bien. Et donc tu parlais de plusieurs entreprises. Donc du coup, tu as pu découvrir différents secteurs qui avaient des besoins différents aussi. Oui. D'accord. Oui, j'ai travaillé chez MDO et chez Eli, mais c'est deux entreprises de mobilier urbain, mais c'est différent. Mais j'ai beaucoup aimé. D'accord. Et tu te projettes, on va dire, à court terme, dans les 2-3 ans, qu'est-ce que tu ambitionnes finalement de faire comme chemin un petit peu dans ce secteur-là? Je sais que je me lancerai principalement dans la soudure. Après, je ne sais pas encore où et comment, entre guillemets, mais oui, je sais que je ferai dans la soudure. Bon, tu as vu que Marc l'a brossé le tableau. Il y a quand même plein de secteurs. C'est ça. Et des secteurs super attractifs. Fusées, sous-marins, ça laisse quand même un peu rêveur. Donc voilà, c'est pour dire qu'effectivement, tu as l'embarras du choix au final. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. De rien. J'ai oublié ton prénom. Arthur. En Merci, répétition, Arthur. ça marchait. Voilà. Je veux juste faire une petite intervention. Je voyais Christophe avec ses yeux. Je crois que les 3 candidats ici vont avoir des propositions de Schneider Electric et de Technomap à l'issue. Donc on parlait de passion, de rencontre. C'est ça, voilà, tout à fait. je pense que c'est bien parti. En tout cas, bravo Arthur pour l'intervention. Bravo. Merci. Alors, au choix, ou Maxence ou Mathéo. Donc pareil, même question. Présente-toi déjà. Je m'appelle Maxence, j'ai 17 ans, je suis en bac professionnel en chaudronnerie au lycée Jean de Beauce. Et j'ai commencé, j'étais au collège, j'avais de super bons résultats. Et pareil, on me poussait à aller vers la voie générale, on insistait même. Et je me suis dit pourquoi pas au final aller en chaudronnerie. De base, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je l'ai découvert un jour, une pancarte dans la rue où je cherche chaudronnier, sachant souder. Et du coup, je me suis renseigné un peu. Et du coup, on m'a montré la filière de la chaudronnerie au lycée Jean de Beauce. Pendant les portes ouvertes, j'ai vu toutes les machines, l'embarras du choix qu'il y avait face aux machines, tout ça. Et franchement, ça m'a mis les étoiles dans les yeux. C'est clair. Et les profs, on voyait qu'ils étaient vraiment hyper investis avec les élèves, vraiment un bon suivi. Du coup, je me suis dit, ça donne confiance. Du coup, pourquoi pas partir là-dedans? Et du coup, je suis parti dans cette filière-là. Et franchement, ça me plaît de ouf. Là aujourd'hui, ce qui me plaît beaucoup, c'est pareil, c'est la soudure, les procédés, les différents procédés. On peut fabriquer ce qu'on veut au final maintenant et c'est super intéressant. Et après, là au cours des 3 ans, on a eu nos différents stages. Je suis passé d'une entreprise vraiment à l'ancienne. C'était beaucoup de vieilles machines, tout ça. Et ça reste intéressant, mais là aujourd'hui, maintenant, j'ai fait mon dernier stage dans une entreprise de chaudronnerie où ils fabriquent essentiellement des ascenseurs, des trucs pour de l'agricole et tout. Et c'est super intéressant, on travaille avec des machines à découpe laser. C'est hyper développé ce métier-là et il est pas assez mis en évidence, je trouve, parce que au final, les objets qu'on a au quotidien, il y a de la chaudronnerie partout. Et voilà. Et du coup, tu découvres aussi peut-être à travers tes différents stages, différents types de matériaux à travailler, comme différentes techniques? Oui, après les matériaux, l'inox, l'aluminium, l'acier, tout ça, tout ce qu'on retrouve autour de nous. Et on découvre qu'au final, on peut le travailler de
plein de manières différentes et ça, bon voilà, ça fait que c'est un métier très très varié, très voilà. Bah. Alors j'ai vu dans une vidéo que Marc m'avait partagée que vous réalisez tous à un moment un chef-d'œuvre, comme finalement dans les Compagnons du Devoir, hein, où on réalise en fin de parcours une œuvre un peu magistrale. Est-ce que tu es déjà à ce stade d'avoir réalisé cet objet ou pas, ou tu y penses? Bah justement, au cours de l'année, on nous a expliqué qu'on allait avoir le chef-d'œuvre à réaliser. On est parti de quelques croquis, quelques plans. Puis maintenant, du coup, on a fini nos plans, on a fini ce qu'on avait à faire et on a eu les commandes matières à faire. Et puis dans l'année, on va pouvoir faire notre chef-d'œuvre et tout. Enfin, d'accord. Et vous avez combien de temps, du coup, pour le faire? Niveau de temps, je ne sais pas exactement. Je sais qu'après, c'est compté. On compte tout le temps qu'on a mis à y réfléchir, le temps qu'on a mis à faire les plans, machin, tout ça. Et puis la production, après, enfin, la fabrication après. Mais au final, c'est sur quelques mois. Parce que voilà, on a pris notre temps. Et... Bon, en tout cas, j'ai vu que c'était extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Et puis surtout, Marc, il y a aussi le témoignage des parents qui, quand ils voient la réalisation de leurs enfants, finalement, ils sont complètement épatés de ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, c'est aussi le regard, finalement, de leurs parents sur les compétences de leurs enfants, finalement, et du qui coup, découvrent. C'est vrai que ça tombe sur Maxence, cette question, mais sur le 100% orientation, le film qu'on a fait pour le cinéma, notamment de Chartres, c'est les parents de Maxence qui sont interviewés. Voilà, je ne savais pas du tout. Non, parce qu'il n'y a pas Maxence dans le film. Il y a Arthur, mais par contre, il y a le père et la mère de qui Maxence. Sont épatés, finalement. Voilà. Et pour répondre sur les chefs-d'œuvre, il démarre le projet en première, à peu près à la moitié de l'année, et il termine pour la période de vacances, congés de fin d'année. Là, ils terminent leur réalisation parce qu'ils ont un autre projet derrière. Oui, j'imagine. Voilà. Bon, en tout cas, bravo. Merci Maxence. On va passer la parole à Mathéo. Donc, je te laisse aussi te présenter déjà, Mathéo. Je m'appelle Mathéo. Là, je suis en 3e année à Jean Bosse, dans la chaudronnerie. Et moi, j'ai découvert ce métier parce qu'en fait, j'étais en échec scolaire total. Je savais que l'école, voilà, c'était pas du tout fait pour moi. Et suite à ça, je savais qu'il me fallait un métier manuel. Donc, j'ai essayé de me renseigner et tout ça, mais tu trouves des métiers, mais c'est pas vraiment ce que tu veux faire. T'as pas la boule au ventre et tout. Du coup, après, il y a le proviseur de Jean Bosse qui est venu nous présenter des métiers Au collège ? Oui, au collège, qui étaient proposés à Jean Bosse. Donc, suite à ça, il m'a fait découvrir le métier de la chaudronnerie. Donc, directement, ça m'a direct plu. Donc, j'ai fait les portes ouvertes, voir les machines, de voir qu'on peut passer d'une tôle à des grandes pièces qui va servir pour des bâtiments, de tout ce qui nous entoure. Ça m'a beaucoup plu. Donc, après, suite à ça, on a fait des stages. Et directement, à cause du stage, j'ai su que la soudure, c'est ce qui me plaisait, de souder, créer des pièces. Donc suite à ça, du coup, j'ai fait des stages. Et à chaque fois, c'est la soudure en fait qui revenait. Donc plus tard, peut-être voir pour devenir scaphandrier. Ah bah c'est bien ça. C'est ce qui m'intéresse. Donc après, on va se renseigner. Mais de toute façon, la soudure, ça me passionne. Ok. Et alors, quel regard aussi tu portes sur tes camarades quand tu leur dis que tu es en chaudronnerie, parce que ça parle pas, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, ce qui parle beaucoup, c'est le fait que tu sois en bac pro. C'est souvent quand tu es en échec scolaire, tu vas là-dedans, mais pas du tout. Justement, souvent c'est les métiers qui sont le plus intéressants, parce qu'au final, tu vas faire des études, mais tu sais pas vraiment où tu vas aller plus tard. Et souvent, en plus, c'est là où tu rentres le plus vite dans le monde du travail. Et le monde du travail, ça peut intéresser plusieurs jeunes. Donc tu ne te fais pas charrier sur ce que tu fais. Non, ça va. Ça va. Et tu arrives finalement, en expliquant ce que tu fais, à convaincre aussi peut-être d'autres amis. Parce que par exemple, souvent on va se balader, on va voir des meubles, des ouvrages, tout à fait. Des immeubles et tout ça, des chantiers. Et dessus, il y a beaucoup de chaudronniers parce que dans les bâtiments, c'est beaucoup de soudure, il faut fabriquer plusieurs choses, tout ce qui est camion aussi. C'est beaucoup de chaudronniers qui taffent là-dessus, donc non, ça arrive souvent. Et donc toi, tu te projettes à court terme, donc tu as dit dans scaphandrier, donc le milieu plutôt, on va dire, du naval ou du maritime. Nautique. Nautique, absolument. Et à long terme, parce que j'ai vu aussi dans la vidéo, Marc, il y en a certains qui aussi avaient des projets de se mettre aussi à leur compte, qui dès leur âge, savaient qu'ils allaient vraiment se mettre
en mode entreprise, chef d'entreprise, et créer et développer aussi sur certains secteurs. Effectivement, on en a eu le temps d'en parler dans la voiture, on a eu un trajet un petit peu long, mais ils ont tout à fait les compétences nécessaires pour ouvrir une entreprise. Il y a une pénurie de manœuvres, il y a une pénurie, on cherche vraiment des entreprises de chaudronnerie, que ce soit de la sous-traitance ou autre. Et c'est vrai qu'ils ont quand même la tête sur les épaules, ils ont des talents, ils ont des compétences. Effectivement, il leur faudra sans doute des compétences complémentaires en commerce, des choses comme ça, mais ils ont tout à fait la possibilité de monter une entreprise, que ce soit dans l'artisanat ou autre. Et est-ce que justement, dans les formations qui sont proposées, est-ce qu'on les prépare justement à l'auto-entrepreneuriat finalement? Est-ce qu'on leur donne déjà un petit peu quelques éléments justement pour les préparer à se mettre finalement en mode chef d'entreprise? Alors pour le coup, nous au lycée, non. On les prépare par rapport à Parcoursup et par rapport à leur projet d'orientation, parce que ce sont 3 élèves de terminale. Oui. Donc on en discutait tout à l'heure aussi dans la voiture. Donc faut bien c'est quelque chose qu'il faut construire, le projet professionnel. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des projets et il faut oser, il faut avoir envie. Et dans la mesure dans la vie où on ose, où on a envie, des fois, il y a des choses, ça se fait naturellement, comme la personne qui est venue tout à l'heure, l'ingénieur, il a aimé, il a construit, et puis maintenant, j'ai envie de dire, il s'amuse en travaillant, ou travaille en s'amusant. C'est aussi un petit peu notre projet de vie aussi, nous, dans le domaine du lycée et de la chaudronnerie. Et Marc, si tu peux aussi dire que dans leur promo, parce que là nous avons 3 garçons, mais je sais également que dans tes classes, il y a aussi des filles. Alors oui, c'est vrai que dans leur classe, c'est pas une majorité, on a 2 jeunes femmes, et sur la classe de second, on a 3 jeunes femmes qui sont passées, elles, je vais parler un petit peu d'elles, par la voie de la 3e prépa métier, et par la voie de la 3e prépa métier, c'est un choix qu'elles ont fait toutes les 3, d'aller dans ce domaine de la voie professionnelle, et elles se débrouillent très très bien. Et d'ailleurs, c'est cette classe-là qui a fait le petit support là, qu'on va vous remettre. Voilà, et qu'on voit dans la vidéo, qui sont très punchy, comme filles aussi. Donc voilà, comme quoi c'est ouvert aussi aux filles, la chaudronnerie. Donc c'est une bonne chose. Je voulais juste encore à tous les 3, si vous aviez un message à passer à vos camarades qui nous regardent, qui ont le même âge que vous, qui vont bientôt être devant Parcoursup aussi, à se dire qu'est-ce qu'on fait comme choix d'orientation. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme message pour leur dire venez dans la chaudronnerie, parce qu'il y a vraiment des choses à faire? Moi, je pense qu'il faut arrêter les stéréotypes du chaudronnier qui tape sur une tôle, etc. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de machines automatiques, etc. Ouais. Et voilà, il y a énormément de portes ouvertes. Aujourd'hui, on peut aller partout, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut beaucoup se diversifier. Et donc voilà, il n'y a pas à se dire oui, on ne peut pas parce que c'est un métier de brute ou quoi, c'est n'importe quoi. Voilà. Mathéo, Maxence? Et puis, franchement, après le bac pro, il n'y a pas de problème pour trouver du taf. Ah non, ça c'est clair. Même si tu n'as pas envie de continuer tes études, tu sais qu'après le bac pro, tu peux être pris n'importe où. Ouais. Et après, il y a des débouchés, mais c'est infini. Et tu peux aller où tu veux. Ouais. Tu fais ce que tu veux. C'est un métier hyper varié. Franchement, faut se lancer dedans. Faut se lancer dedans. Et puis, ça va te faire découvrir le monde. Au final, ça peut te faire voyager. C'est un métier qui fait voyager. Aussi, c'est vrai. Et non, franchement, c'est un super métier. Faut se lancer dedans, c'est cool. Je sais qu'au cours de mes 3 ans, j'ai kiffé. Ah bah, c'est l'important. Si tu kiffes, c'est bien. Alors, est-ce que Mathéo kiffe aussi? Pour revenir sur ce que Maxence a dit, c'est que surtout, ça apporte des connaissances qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Et aussi, le principal, c'est de pas, comme tout à l'heure, je crois que c'est David qui l'avait dit, de pas se mettre dans une case, parce que c'est souvent ce qu'on fait, de dire, par exemple, j'aime bien ça, je vais en faire mon métier, mais il y a aussi d'autres passions derrière qui peuvent naître, et c'est comme ça qu'il faut avancer. Absolument. Marc, un dernier message pour nos jeunes qui nous écoutent, et pour leur dire... Oser. Je dirais simplement oser les métiers de demain, oser les métiers du futur. Je ne sais pas quel est le plus vieux métier du monde, mais c'est vrai que le métier de chaudronnier est quand même bien vieux. Et ça remonte à l'Antiquité, mais il a évolué, il a su passer les âges. Des fois, il y a des métiers qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent, et il y a aussi des métiers qui se créent. Parce que d'ici 20 ans ou 25 ans, il y a des métiers qui ne sont pas encore sur le terrain, qui vont être créés. Et on a besoin de gens avec des compétences, et par les compétences, ils vont pouvoir insérer ces nouveaux métiers. Merci beaucoup. Écoutez, j'étais très contente de pouvoir
faire en sorte qu'on parle de chaudronnerie aujourd'hui. Et on va laisser la parole à Hélène Boucher qui représente l'ONICEP pour notre petite capsule sur l'orientation et qui va justement reparler aussi des voies d'accès pour les métiers industriels qu'on a évoqués. À vous, Hélène. Oui, bonjour. Donc du coup, je vais vous présenter, si on peut voir les slides. Je vais vous présenter un peu les différentes voies d'accès en fait des métiers de l'industrie. Donc on a pu voir par rapport aux différents témoignages que en fait ça va du CAP, du certificat d'aptitude professionnelle, mais ça va aussi du bac pro, du BTS, des BUT au bac plus 5, que ce soit pour des masters ou des diplômes d'ingénieur. C'est ouvert par le biais de la formation initiale, donc par le biais de stages, mais aussi par le biais de l'alternance, que ce soit dans la formation initiale ou dans le cadre de la formation continue. Donc, quand on parle de formation continue, c'est la reconversion des personnes qui ont peut-être un parcours différent, qui ont travaillé déjà et qui reprennent des études. Voilà, il y a des dispositifs qui existent pour les personnes qui souhaitent changer de métier. Donc, c'est tout à fait possible. C'est ouvert à toutes et à tous. Donc, voilà, il faut arrêter les préjugés. Il y a vraiment des débouchés qui sont très importants dans ces secteurs de l'industrie. Les femmes, ils sont de plus en plus nombreuses et ils réussissent très bien. Elles sont représentées vraiment à tout niveau de responsabilité, que ce soit des ouvrières, techniciennes, ingénieurs, chefs d'entreprise, comme on a pu le voir. Les outils sont de plus en plus automatisés et adaptés. Les femmes ont vraiment toute leur place dans les secteurs de l'industrie. Donc l'industrie, ça concerne, comme on a pu le voir, différents métiers, soudeurs, chaudronnières, techniciens d'études, ingénieurs, chefs de projet, et j'en passe. Donc on a pu voir que la chaudronnerie, ça permet de donner une forme aux métaux. Ça va vraiment de la conception, comme on a pu voir, du produit à la mise en forme. C'est un secteur très porteur qui recrute beaucoup de jeunes à tout niveau de qualification. Donc, faut pas hésiter. Ça ouvre différents secteurs d'activité comme la construction navale, la chimie, le nucléaire, l'automobile, les pétroliers, l'aéronautique. Enfin, voilà. Les industries, c'est vraiment dans différents domaines. Et comme on a pu voir aussi, c'est différents profils. Donc, ça va de CAP métallier, bac pro, système numérique, BTS, BUT, licence professionnelle, master dans le domaine de la robotique, de l'informatique et forcément les diplômes d'ingénieur. Donc comme on peut voir sur la deuxième slide, voilà, on a les différents parcours d'études. Donc il n'y a pas de parcours linéaire. On peut très bien rentrer dans une école d'ingénieur directement après le bac. C'est tout à fait possible. Voilà, donc soit directement on passe le concours pour rentrer dans une école d'ingénieur, on peut passer par une classe prépa, donc ce qu'on appelle les CPGE, ou par le biais des admissions parallèles. Donc on peut très bien commencer par un bac pro. Il y a des classes prépa pour les bacs pro pour rejoindre une école d'ingénieur. Donc sachez-le. Donc on peut très bien aller dans la filière professionnelle. On peut très bien poursuivre après un bac pro en BTS, que ce soit en alternance ou à temps plein, et même aller en licence pro et rejoindre après un parcours d'ingénieur. Il y a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui offrent cette opportunité, c'est-à-dire accéder aux écoles d'ingénieurs par ce qu'on appelle des admissions parallèles. Donc ça va à bac plus 2 jusqu'au bac plus 4, 5. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de parcours linéaire. On peut très bien commencer par un BTS, une licence pro, rejoindre un parcours d'ingénieur. En fait, il y a différents types de profils. On peut travailler d'abord et revenir aux études par la suite par le biais de la formation continue. Donc voilà, on voit toutes les passerelles sur sur cette slide qui sont possibles. Donc voilà, qu'on ait un bon niveau ou des mauvais résultats, en fait, on peut toujours poursuivre des études supérieures et voilà, trouver sa voie et rejoindre. Voilà, faut pas se limiter comme on a vu. Voilà, on peut très bien envisager d'être ingénieur et passer par la voie professionnelle, c'est tout à fait envisageable. Il faut se donner les moyens, mais c'est tout à fait envisageable.
Et la dernière slide, c'est pour vous montrer que vous pouvez vous informer, notamment sur les métiers de l'industrie. Il y a un article qui a été fait sur le site ONICEP, et aussi un article sur les filles et les sciences, les 5 idées reçues. Effectivement, faut aller au-delà des préjugés. Et vous retrouvez, si vous avez des questions, vous avez la possibilité d'aller voir des conseillers d'orientation pour trouver ONICEP sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, faut bannir tous les préjugés, que ce soit pour des niveaux de qualification ou au niveau des filles-garçons. C'est vraiment ouvert à tous. Super, merci beaucoup Hélène pour toutes ces informations. N'hésitez pas aussi à aller donc sur les différents liens qui sont là à l'écran de l'ONICEP. Vous pouvez aussi vous renseigner directement sur le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Vous y retrouverez aussi toutes les informations nécessaires. Et avant d'arriver à notre temps d'échange, je voulais également solliciter Nora Larech qui, je t'en prie Nora, avance, rejoins-nous. Voilà, à qui on va donner un micro également. Merci. Donc, Nora, je voudrais aussi que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu comment les femmes peuvent jouer un petit peu plus leur rôle au sein de l'industrie. Merci Martine. Moi, je suis Nora Larech, je suis à l'ECGLEC en charge de la promotion de l'école et j'ai une deuxième casquette complètement en lien avec le premier métier. Je suis déléguée régionale de l'association Elle Bouge, une association que dans tous vos témoignages, vous avez plus ou moins évoqué, et donc qui a l'ambition de promouvoir les métiers de l'ingénieur, les sciences de l'ingénieur, les STEM de manière générale, les sciences et techniques au féminin, parce que comme vous l'avez tous souligné, elles manquent cruellement dans nos formations et dans tous vos métiers. Tout à l'heure, j'échangeais avec l'un de nos intervenants. Effectivement, c'est pas la problématique n'est pas tellement de leur ouvrir les portes dans l'industrie, mais c'est que le vivier initial dans nos écoles et même encore un peu en amont manque cruellement. Donc, l'objectif en tout cas, une de mes missions, c'est de pouvoir leur témoigner que dans nos formations il y a de la place, que dans les industries il y a de la place, et donc d'aller à leur rencontre le plus tôt possible. L'association Elle Bouge est partenaire de l'ECGLEC ou l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas nous travaillons en étroite collaboration depuis une bonne dizaine d'années. La délégation Normandie fête ses 10 ans cette année. Nous en parlerons plus tard. Et l'ECGLEC a en l'occurrence adhéré à cette association pour justement en tout cas apporter une réponse et sa pierre à l'édifice dans la diffusion scientifique le plus tôt possible, en allant jusqu'au lycée, le primaire maintenant, pour pouvoir expliquer ce que vous avez tous expliqué très très bien. Nos invités en ont tous parlé à quelque échelon que ce soit. La problématique n'est pas une fois qu'elles sont là, mais bien en amont de les intéresser aux sciences de manière à ce qu'elles poursuivent les voies scientifiques qui leur permettent les accès ensuite aux métiers dont on a tant besoin d'elles après. Ça a été encore une fois aussi souligné par notre intervenant de l'ONICEP. Il n'y a plus de questions à se poser, à vrai dire. J'ai entendu aussi ça tout à l'heure avec nos invités. C'est encore un peu hallucinant de se dire qu'en 2022, on en est à parler de ça. Mais oui, le jour où on n'en parlera plus, je changerai de métier aussi. En tout cas, je trouverai autre chose. Mais effectivement, on en est à ce constat que dans une école comme la mienne, on est encore loin de la mixité, de la parité complète. Bon, c'est le cas dans toutes les écoles d'ingénieurs. C'est le cas dans beaucoup d'écoles, y compris effectivement la tienne. En tous les cas, le travail de l'association, c'est ça, c'est de pouvoir par la force du témoignage, parce que c'est à mon avis beaucoup par là qu'on va y arriver, la force du témoignage de celles qui y sont déjà, donc les étudiantes, les miennes et les autres, mais aussi les ingénieurs, les techniciennes en activité dans l'industrie, qui vont à la rencontre de celles qui n'ont pas encore fait ces choix-là, qui vont pouvoir apporter le témoignage de leur quotidien, leur parcours, de la manière dont elles ont fait leur choix d'études, et puis à quel moment se déroule le déclic, et puis comment finalement on progresse, comment on déploie sa carrière, comment on avance, comment éventuellement on allie, c'est tant qu'il est encore à se poser ce genre de questions, comment on allie sa vie de femme, de maman et au pas, et toutes les casquettes, et comment on gère ça au quotidien. Voilà.
Merci beaucoup, Nora. D'ailleurs, j'ai vu que ça se traduit, cet engagement au féminin, dans l'appellation de l'ESIGELEC, École d'ingénieurs point médian ES aussi. Donc bravo, c'est rien peut-être que le point médian avec la féminisation, mais ça traduit quand même cette notion. Ce n'est pas rien justement. Exactement. Cette idée de se projeter, de voir et d'avoir à se projeter. Donc les jeunes filles, on peut penser que c'est juste un détail, mais ça ne l'est pas. C'est pour ça que je le relevais. Elles ont besoin de ce détail-là aussi pour se dire c'est aussi pour moi. Bien sûr. Elles ont besoin de voir celles qui sont en action, celles qui sont en activité pour se dire je peux faire comme ça, je peux être la personne qui est en face de moi a une carrière, un métier passionnant, je peux y penser. Il faut des rôles modèles. Exactement, les rôles modèles. Si je peux apporter un tout petit témoignage extrêmement frais, on est dans l'industrie, on voit de sublimes voitures et moi aussi je suis passionnée entre autres d'automobile. Et celle-là, d'ailleurs, je pense qu'elle fait beaucoup de passionnés. Mais quand on ne l'est pas, on le devient. On a tous mis une option dessus. Et bien, le vin du mois dernier, de ce mois-ci, pardonnez-moi, jeudi dernier, donc, a eu lieu le mondial de l'automobile. On a eu la chance, j'ai eu le privilège d'accompagner quelques-unes de nos étudiantes. On était 150, à vrai dire, 150 étudiantes, lycéennes et collégiennes. Donc vraiment, on descend de plus en plus bas le curseur pour pouvoir leur ouvrir ce secteur aussi. Et j'ai accompagné nos étudiantes qui, dans la voiture, l'automobile, après tout, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui vient en premier lieu. Elles sont à Bac+3, ce n'est pas encore tout à fait calé. Certaines avaient des idées, plutôt aéronautiques. L'automobile, peut-être pas tant que ça. Eh bien, je peux vous garantir qu'au retour, le discours n'était pas du tout le même. Le déclic, évidemment, les magnifiques prototypes ou concept cars ou même véhicules que l'on connaît font briller les yeux, mais pas que. C'est surtout la force du témoignage des femmes ingénieurs et techniciennes qu'elles ont rencontrées à différents niveaux de responsabilité, des managers, des femmes qui occupent des très hautes fonctions dans les groupes où elles sont. C'est ça qui a été absolument magique, c'est de les voir se dire « et pourquoi pas ?» Et en fait, j'ai même envie de tenter ça. Un stage, peut-être la recherche, peut-être un doctorat, peut-être. En tout cas, ça a ouvert des portes, ça a donné des idées. Et rien que ça, voilà, le pari gagnant en fait Mais complètement. C'est l'immersion finalement. C'est exactement ça, l'immersion, la projection. Par le témoignage, je peux m'identifier. Et ce petit point médian ES, effectivement, si on peut se permettre à un moment donné de se dire qu'à travers ça, on leur envoie un signal, on a fait un bout de chemin. C'est absolument pas anodin. C'est pas anodin, mais demain, on s'en passerait, ça me va très bien. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais il faut passer, on est peut-être à des chemins de transition, tout simplement. Absolument. Super, en tout cas, merci beaucoup Avec plaisir. Nora, merci beaucoup à toute l'association Elle Bouge qui fait un travail formidable depuis plus de 15 ans maintenant et qui contribue aussi justement à faire en sorte que et le numérique et l'industrie deviennent de plus en plus des métiers de femmes, alors que ça ne l'est pas forcément naturellement encore jusqu'à maintenant, mais on va y arriver. On va y arriver. Effectivement, tous les métiers de l'industrie, mais pas ceux qui existent et pas que, tous ceux qui restent à inventer, le numérique dont on parlait, elles doivent absolument s'emparer de ces métiers-là pour pouvoir embrasser des carrières dans tous les métiers qu'occupent leurs homologues garçons. Il n'y a aucune raison, il n'y a absolument aucun frein. Non, que des freins personnels, si ce n'est les freins que l'on peut se mettre, les fameux stéréotypes, les garçons, vous l'avez évoqué, les fameux clichés aussi, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, c'est à pulvériser. C'est vrai. Les plafonds de verre et tout ça exit. Et puis, on se dit que garçons ou filles... là n'est pas du tout le sujet. On va parler de compétences. Tout à fait. Elles pourront ouvrir toutes les portes qu'elles souhaitent. Oser, c'est le mot. C'était effectivement la baseline d'Elle Bouge, c'est ça. Oser les métiers de l'industrie, oser susciter des vocations, créer des envies. C'est ça, tout à fait. Prendre du plaisir, et ça, c'est pas un truc ni masculin ni féminin. Prendre du plaisir dans un métier XY, c'est pas genré, ça n'a pas à l'être. Et il faut que les jeunes filles entendent ce message-là aussi, de se dire c'est aussi possible pour moi. C'est une chance pour tout le monde de se réaliser, finalement. Mais c'est surtout également l'image de la société telle qu'elle est a priori. On est plus représentative, à peu près 50-50. Si on veut une société
égalitaire et à l'image de ce que nous sommes à l'échelle de l'humanité, c'est 50% d'hommes et 50% de femmes, donc une égalité. Il faut y arriver. Parfaite, peut-être pas, mais en tout cas, qu'on s'en approche le plus possible. C'est comme ça qu'on pourra produire, je pense, les meilleures solutions qui conviennent à toute la société, pas juste à une partie. Et je suis sûre que les garçons sont d'accord. De toute façon, je pense que maintenant, les nouvelles générations sont, je pense, plus peut-être prêtes à faire ce passage-là. Je pense qu'ils ne se posent même pas la question. Je trouve même ça incongru. Mais en tout cas, voilà. Et tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux. On est sur le bon chemin. Absolument. Merci infiniment, Nora. Et on arrive en fait tout doucement au temps des questions. Alors, je vais les prendre. Il y en a 3 qui ont peut-être déjà été répondues, mais il y en a 4 qui restent ouvertes. Alors, ça sera la première pour Virginie. D'ailleurs, donc sur les projets conduits par Schneider Electric sur la transition numérique et écologique, quels sont les besoins en compétences que vous avez et que vous recherchez? On parle beaucoup de compétences vertes. Quelles sont-elles? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Quelles sont les compétences vertes? Je vous dirais à l'échelle de l'usine dans laquelle je travaille. On a un service sécurité environnement et on a des compétences en efficacité énergétique. Ça aide bien, en effet, pour faire un audit énergétique du site et puis savoir où sont les principales zones de consommation et savoir adresser les bons plans d'action. Au-delà de ça, moi, je crois qu'aujourd'hui, les compétences vertes, en fait, elles sont réparties dans différentes fonctions de l'usine. Et pas plus tard qu'avant-hier, je partageais avec mon responsable supply chain, avec qui on dressait un peu un bilan de toutes les actions qu'on menait d'un point de vue supply chain et qui permettaient de réduire drastiquement l'empreinte environnementale. Les compétences vertes, on les déploie en supply chain, en mettant de nouveaux schémas en place pour pouvoir dépenser moins d'émissions CO2. Quand on travaille sur la qualité et qu'on veut réduire du coup les coûts de non-qualité, c'est aussi une façon d'influer sur l'environnement et l'empreinte environnementale. Et puis j'ai envie de dire, quand on travaille aussi sur tout ce qui est smart, toutes les technologies digitales, elles ont un impact très important sur notre empreinte environnementale globalement. On l'a vu sur notre usine, c'est le cas dans pas mal de nos sites. Donc ces compétences vertes, vraiment, on les retrouve dans différents domaines de l'entreprise. Ok, merci beaucoup Virginie. Alors, voyons voir. Alors, pour les lycéens en plateau, pourquoi et à quel moment ils ont choisi cette orientation? Est-ce qu'ils connaissaient déjà le secteur? Donc, ils ont déjà un petit peu répondu à la question sur la connaissance préalable du secteur. Par contre, alors, chacun à quel moment? Donc, alors, de mémoire, il y en avait, enfin, c'est presque vous tous au collège, plus ou moins, que vous avez eu le déclic. Aux portes ouvertes, oui. Qui avait lieu en 3e, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Toi, pareil, Mathéo, 3e aussi? Oui, c'est pareil, fin 3e. Ok. Et ça a tout de suite été, de toute façon... l'atelier... C'est bon. Oui, c'était ça. Ok. Pareil, Maxence, c'était aussi en 3e? Ouais. Au final, c'était de voir ce qu'on pouvait faire avec les matériaux qu'on avait face à nous. Et puis, ça a donné envie direct. Et puis c'est le côté, peut-être j'imagine, concret, c'est ça aussi, peut-être qui vous a plu, plutôt que de vous embarquer dans un lycée général où il y avait beaucoup de théorie. Je pense que vous aviez hâte d'en découdre sur le terrain, quoi. C'est ça, bricoler, tout ça. Ok. Et du coup, vous n'êtes pas déçus du chemin, parce que là, je pense que ce qui vous plaît, c'est d'avoir des projets à conduire et en réfléchissant, mais aussi en faisant, quoi, quelque part. Oui. Puis on se sent mis en valeur, du coup. Parce que... c'est sûr. Et du coup, j'imagine que même vis-à-vis de vous, c'est valorisant de voir quand vous créez effectivement des pièces, que c'est que vous, tout seul, finalement, qui les avez réalisées, quoi. Donc c'est vrai que pour l'estime de soi, je pense qu'effectivement, ça, c'est aussi très constructeur. Et je ne sais plus lequel de vous 3 a dit que même au niveau personnel, ce que vous appreniez, c'était aussi utile dans sa vie personnelle. Et je pense que là, typiquement, ce genre de réalisation, ça permet aussi de se valoriser et de grandir en même temps. Donc c'est très bien. Martine, je fais juste une petite intervention pour dire à nos auditeurs que l'importance des portes ouvertes, ça a été souligné. Tout à fait, c'est vrai, Eric. C'est vrai que les messages des jeunes par aux jeunes sont fondamentaux. C'est vrai. Ici, on le voit bien. D'abord, félicitations, messieurs, parce que je peux vous dire... à votre âge, si je m'exprimais comme vous, j'aurais été... voilà. Et puis, deuxième message aussi, j'ai fait les Sigelec, je suis hyper content d'avoir fait les Sigelec, mais après votre témoignage, peut-être que j'aurais choisi le métier de chaudronnier, parce que vous faites un métier passionnant d'ingénieur,
et puis de passion. Et j'ai l'impression que vous êtes des artistes. Ouais, c'est vrai. Hein, vous êtes des artistes, voilà. Donc, journée porte ouverte vraiment très importante. Donc il faut, et la problématique qu'il y a dans l'industrie, c'est qu'effectivement, on ne visite pas forcément une usine très facilement, d'autant plus quand on est jeune. Donc allez voir ces écoles, discuter avec eux, et je pense que les passions vont venir, tout simplement. Oui. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Eric, je dirais aussi que même les entreprises devraient de plus en plus aussi ouvrir leurs portes. C'est le cas, hein. Je connais pas mal d'entreprises qui, justement, les ouvrent. Alors, je sais que c'est une grosse organisation, mais je pense, pour en avoir visité quand même, moi, pas mal, eh bien, c'est vrai que quand on rentre dans une usine, on a... voilà, c'est magique, hein, pour prendre les mots d'une ancienne ministre donc de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, pour la citer, qui disait qu'elle aussi, ça lui faisait cet effet. Mais je pense que, voilà, hommes-femmes, on rentre dans ces univers-là avec beaucoup de technologie, parfois, ou parfois un peu moins, mais en tout cas, le fait de pouvoir savoir qu'on conçoit, on fabrique et on distribue, bref, toute la chaîne de valeur, et de voir ça sous nos yeux, je pense que ça reste quand même une expérience pour les jeunes assez forte, et ça peut susciter aussi des déclics. Donc, portes ouvertes dans les écoles, mais aussi portes ouvertes dans les entreprises. Je pense que ça contribuerait énormément à rendre tout ce qui est industrie beaucoup plus familière et à susciter plus de vocations. Donc, très bonne remarque, Eric. On a une dernière question. Pourquoi ce combat pour l'égalité ne concerne-t-il pas également les secteurs dominés par les femmes? Alors oui, c'est juste. De toute façon, alors la question est Nora, tiens, je vais te passer le micro. Oui, alors c'est tout à fait exact. C'est absolument vrai. Ce qui est vrai pour un sexe, c'est vrai pour l'autre. Donc on parle d'égalité, de mixité, d'équité, disons tous les mots que l'on veut, mais c'est bien de ça dont il s'agit. C'est que les hommes osent aussi les métiers qu'ils souhaitent, en fait. C'est que chacun fasse le métier qu'il a envie, sans restriction, sans barrière. Oser, c'est dans les deux sens. Que les hommes puissent aller à faire maïeutique s'ils ont envie d'être plus nombreux à faire maïeutique, s'ils ont envie d'être plus nombreux à être infirmiers, tant mieux. Il ne devrait pas y avoir de métier genré. Voilà. C'est dans les deux sens que ça fonctionne. Voilà, absolument. Exactement. Et les hommes oser y aller aussi, qu'on puisse les accueillir, c'est vrai, leur ouvrir les portes et que ce soit moins effectivement, moins restreint, moins stéréotypé. Oui. Merci beaucoup, Nora. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde les questions. Alors, il y a une question qui avait été, à laquelle on avait répondu, mais que je peux quand même poser, puisque ça concernait les CIGELEC. Comment sont accessibles les formations d'ingénieurs de l'ESIGELEC? Y a-t-il du post-bac, par exemple? Oui, merci. Puis ça va me permettre de rebondir. Il y a pas on n'enferme pas les gens dans des cases. Et il n'y a pas des trajectoires uniques par rapport à cela qui fait qu'on s'est condamné dans une orientation. Vous l'avez dit très bien, vous, en bac pro, vous commencez dans la chaudronnerie. Et après ça, toute votre carrière vous est ouverte. Et puis, bien malin, celui qui dira ce que vous faites dans 30 ans. Pour venir à l'ESIGELEC, c'est pareil. Nous recrutons en post-bac pour des jeunes qui ont fait un parcours plutôt de type bac général, mais nous recrutons également à bac plus 2, comme c'est indiqué par l'ONICEP, à l'issue de CPGE, mais nous recrutons également à bac plus 2 ou à bac plus 3 pour des gens qui ont fait un premier parcours plus professionnalisant par la voie de l'alternance, qui ont peut-être suivi un BTS, un DUT, une licence pro et qui se rendent compte qu'ils ont envie d'aller plus loin et qui d'ailleurs pour accéder au BTS sont peut-être passés par un bac techno ou un bac pro. Ça, on ne va pas regarder. Nous, on va regarder le niveau atteint quand ils arrivent au niveau du BTS et surtout leur motivation, leur envie d'aller plus loin. Et bien évidemment, après ça, on recrute également des gens qui ont eu un premier séjour professionnel en entreprise, qui ont commencé en tant que techniciens, cadres par rapport à cela, et qui, après ça, peuvent revenir à l'école. Les voies, c'est aussi les voies d'alternance. Donc la connexion, on dit oser, l'industrie, mais l'entreprise, c'est l'ADN de notre école, et c'est l'ADN des écoles. L'entreprise est omniprésente dans l'école. Et moi, je voudrais également rajouter le dernier mot-clé, parce qu'on dit oser, on osait l'industrie. Et puis tous les témoignages qui ont été ici autour de la table, c'est la passion. Et c'est ça qui est extraordinaire.
faites ce que vous avez envie de faire et allez le faire si vous le souhaitez dans l'industrie. Dans l'industrie, c'est pas l'industrie du 19e siècle, de Zola ou ainsi de suite. On est dans des gens qui créent de la valeur, qui créent des objets, qui créent des produits, qui font avancer la société et qui rendent service finalement à notre société, à l'être humain derrière tout ce qu'ils peuvent produire et réaliser. Et ça, c'est vraiment les enjeux aujourd'hui. Et donc, on a des objets, on l'a bien vu, avec des gens passionnés qui les font, et on fait des choses passionnantes dans l'industrie. On parle aujourd'hui des défis énergétiques, on peut rebondir sur la chaudronnerie, on l'a à mes yeux insuffisamment associé à l'énergie. Les métiers de chaudronnier sont des métiers du monde de l'énergie, et les enjeux énergétiques sont extraordinaires, et on manque cruellement de chaudronniers. Mais donc on fait de beaux objets pour rendre des services par rapport à cela, et on vit cela avec passion. Et ça, c'est tout l'enjeu. Vous en avez témoigné remarquablement. Et donc, c'est pareil, dans les écoles d'ingénieurs, les élèves ingénieurs, ils sont également passionnés par ce qu'ils font et ils vont se rendre après ça dans leur métier pour vivre avec passion leur métier. Et moi, quand j'accueille mes élèves ingénieurs, j'ai toujours une petite maxime. Alors, on la donne à Confucius, mais on donne tellement de choses à Confucius qu'on lui fait dire tout et ce que l'on veut. C'est que celui qui vit avec passion son métier n'aura pas à travailler un seul jour de sa vie. Voilà, moi je crois que c'est ce que j'en retire également des témoignages qui sont là. Merci beaucoup Étienne. Alors moi j'avais aussi une question, il y en a encore une pour Marc, mais je voulais déjà demander à Christophe et à David, le prototype, le concept car que vous avez, en tout cas le démonstrateur sous nos yeux qui est magnifique, va effectivement dans le sens de la transition écologique. Est-ce que, sans, on va dire, dévoiler des projets confidentiels sur lesquels vous travaillez, est-ce que vous travaillez aussi avec l'hydrogène, avec des motorisations à hydrogène? Parce que ça, c'est un autre challenge et on est dans alors, cette oui, puis on va faire le rebond avec, avec votre métier en même temps. C'est plutôt pas mal. Oui, alors très clairement. En fait, aujourd'hui, tout ce qui est engin de mobilité, hein, là on parle d'un démo-car, effectivement, c'est un prototype roulant, très bien. On a été vers l'électrification. Il y a longtemps en fait qu'on travaille dans ce domaine-là. Quand on va vers l'électrification de la mobilité assez profondément, hein, quand je dis ça. Ça va être vrai effectivement pour tous les moyens de mobilité. Je parlais tout à l'heure de chariot élévateur dans mon expérience Manitou, mais c'est pas tout. Et en fait, derrière ça, il y a aussi finalement là l'électrification aussi. Les pelleteux, ça va être le même sujet. Les tracteurs agricoles, c'est le même sujet. Les bateaux, c'est le même sujet. Donc en fait, de toute façon, on va vers l'électrification. Le choix, il est là. Mais par contre, le moyen d'alimenter en énergie ces moteurs électriques, il peut être varié. Et là, dans cette variation, on va avoir des batteries. Effectivement, là, nous, on avait fait ce choix-là pour ce véhicule. Par rapport à sa destination, c'était assez cohérent. Mais en fait, sur d'autres applications, et je pense aux autocars, par exemple, on va avoir des applications avec de l'hydrogène. Et cette fois-ci, on va apporter l'énergie électrique grâce à l'hydrogène. Donc effectivement, on est devant un champ des possibles qui est assez passionnant. C'est clair. Parce qu'il y a plein de nouvelles technos qui sont en train d'arriver. Et en chaudronnerie, justement, moi j'ai un copain qui est chaudronnier. Il est reparti en formation chez Ivia, donc, qui est une société du groupe Renault, qui travaille justement dans les piles à combustible. Et son objectif, c'est d'apprendre justement à faire la partie pas réservoir, mais détente et transmission de l'hydrogène dans le véhicule. Avec une problématique toute simple, c'est que l'hydrogène, c'est la plus petite molécule qui existe. C'est vrai. Donc, c'est pas très facile en termes d'étanchéité. Mais voilà. Donc oui, très clairement, on est face à des évolutions techno qui aujourd'hui sont géniales. Il y a un champ plein de choses à faire. Très large, tout à fait. Merci Christophe. Dernière question, donc c'est manifestement un lycéen qui nous l'a posée, donc qui est en lycée général. Donc c'est la première fois qu'il entend parler de chaudronnerie, Marc. Et là, spontanément, il nous dit c'est quoi au juste le métier de chaudronnier et c'est quoi son rôle? Alors, de nouveau, juste pour répondre et pour donner dans les très très grandes lignes, étant donné qu'on l'a quand même déjà un petit peu vu globalement, mais c'était juste pour refaire une petite synthèse, on va dire, juste pour ce lycéen qui entend pour la première fois parler aujourd'hui de chaudronnerie. Alors le façonnage des metteuses en feuilles et de la chaudronnerie, donc déjà effectivement on a des élèves de Bac Pro ici et il y a également des passerelles qui sont possibles situées en voie générale pour intégrer une voie professionnelle. Donc le chaudronnier, il va mettre en forme la tôle, donc les métaux en feuilles. Donc ça va être le camion citerne que tu vas avoir notamment sur la route, un camion toupie, une fusée, un train, que ça soit de l'art déco, comme on l'a vu tout à l'heure, tout objet qui va être pour l'aéronautique, aérospatiale, des matériaux composites,
des tôles allégées, de l'inox, etc., du titane. On a des élèves qui soudent le titane, là, chez nous, en Eure-et-Loire. Et donc des hélicoptères, avions, aéronautique, armée, toutes ces industries. On est aussi dans le monde agricole, nous, toute l'agriculture qui est autour de chez nous, il y a des tôles qui sont mises en forme. Et donc voilà, c'est la mise en forme des métaux en feuilles, en métaux, mais également en matériaux composites. Super, merci beaucoup. Et sur ce, on a tenu le timing, il est 15h33, on n'a dépassé que de 3 minutes, c'est une performance. Donc merci, c'était passionnant. Franchement, je vous remercie infiniment. Et puis, donc, je donne rendez-vous à tous nos internautes. Donc, le 23 novembre prochain, on sera à l'IUT de Toulon. Et là, on fera un focus sur la maintenance, donc autre fonction clé de l'industrie. Et d'ici là, eh bien, n'hésitez pas à découvrir notre MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Vous y trouverez 18 métiers sur 6 fonctions clés de l'industrie, avec les voies d'accès, des fiches métiers, donc qu'on soit en formation initiale ou qu'on soit adulte salarié en situation de reconversion professionnelle. L'industrie, c'est pour tout le monde et je retiendrai 2 mots, osons, et puis la passion. Donc voilà, vive l'industrie et vive simplement tous les métiers de l'industrie et de l'industrie du futur. Merci à tous de nous avoir suivis et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.